étant atteint, le conseil municipal est ouvert. Madame Carrère a donné procuration à Madame Bajon, Monsieur Goua à moi-même et Madame Noguer à Madame Skrinsky. Avant d'aborder les différents points de l'ordre du jour, je voudrais soumettre quelques remarques pour information. La première, où il s'agit d'une remarque précédemment faite par Monsieur Curette lors du dernier conseil municipal sur les questions de DETR. Les conseils municipaux, vous l'avez dans vos pochettes, je crois bien, un mail émanant de la préfecture qui confirme donc bien que, et je le lis, je vous confirme le principe selon lequel il appartient bien à la commune de transmettre l'ordre de service afférent aux travaux de cette opération, parlant du cœur de ville, avant la fin de l'année 2017. À défaut de quoi, l'arrêté attributif n'aurait pu être pris au titre de la DETR 2017. Et la subvention pour laquelle une notification avait été faite le 19 avril 2017 n'aurait in fine pas été accordée. Voilà, donc ce qui lève toute suspicion sur le fait des motivations qui m'ont poussé à faire voter l'attribution de DETR sur la tranche 2017 de l'opération Cœur de Ville en décembre dernier. Monsieur Mediamol. Je voudrais quand même remarquer que c'est totalement en contradiction avec ce qui est écrit dans l'arrêté attributif. Mais dont acte. Mais je vous suggère d'écrire au secrétaire général de la préfecture, M. Zarouati, que j'ai vu plusieurs fois aujourd'hui, et d'éclaircir ça avec lui. En tout cas, pour ma part, c'est ce qu'on m'a communiqué. Ce qu'on a communiqué au service de la municipalité. Voilà. Pour répondre à la deuxième question de M. Curette. Ce n'est pas moi qui ai mentionné ce point-là, parce que je n'étais pas... c'est pas moi qui ai mentionné ce point-là. Ah bon? Ah, c'était M. Mediamol, pardon. Vous avez mentionné le deuxième point, en revanche, sur la question des comptages de voitures, et je vous ai écrit hier, le courrier est parti donc hier, donc vous recevrez une réponse, là aussi, sur ce sujet, que je ne détaille pas. Un point, avant de commencer l'ordre du jour du conseil municipal, concernant l'opération Cœur de Ville. Vous n'êtes pas sans savoir que les travaux sur le Cœur de Ville au niveau des allées Joffre et du boulevard Castelnau ont suscité quelques questionnements. Questionnements concernant leur modalité, leur durée et questionnements sur le devenir de cet axe et plus généralement du plan de circulation. Effectivement, il y a, c'est bien sûr un secret pour personne, ça a été communiqué plusieurs fois, une opération sur transformation de centre de Vic sur plusieurs années, avec une première tranche en 2017, une seconde cette année. En réalité, les travaux ont tous lieu au début de l'année 2018, mais ont commencé symboliquement pour des questions de subvention en 2017. 31 décembre ou 30 décembre. Mais certains d'entre vous et certains Vicois ont pu se poser des questions quant à plusieurs points. Je dois dire aussi que, étant donné qu'en ce qui concerne le plan de circulation qui n'a encore en rien été acté, le travail mené par la municipalité a été, et c'est bien normal, soumis, parce qu'il faut de la concertation, à différents acteurs. Le problème, c'est qu'un document de travail n'a pas vocation à être publié, et qu'un de ces documents a été rendu public, en tout cas distribué, ce qui a suscité l'émoi, et un émoi légitime, de plusieurs Vicois. De ce fait, j'ai reçu lundi dernier une délégation de commerçants qui m'ont rapporté 3 sujets d'inquiétude. Le premier, il s'agit des travaux eux-mêmes qui bloquent l'accès au boulevard Castelnau et aux allées Joffre. Le second, c'est une question de nombre de places de stationnement une fois ces travaux terminés. Et le troisième, c'est une question de sens de circulation. Donc je vais répondre à ces points un par un, de manière à pouvoir lever, je l'espère, toute forme d'inquiétude. Sur le premier point, les travaux. Effectivement, il y a eu un phasage qui avait été indiqué, qui ne correspond pas à celui qui a été fait. Pourquoi ? Parce que j'ai souhaité que les travaux ne durent que 4 mois, et 4 mois précisément. J'ai donc donné comme directive au service technique que dès que le chantier prenait plus de 2 jours de retard, j'en sois alerté de manière à pouvoir corriger le tir et que la durée totale du chantier ne dépasse pas le 15 juin. C'est ce qui s'est passé à cause d'intempéries. Et de ce fait, on a dû regrouper certains phasages. Il y a encore un mois un peu difficile à passer, et à partir du 15 mai, on n'aura déjà plus qu'une question, ou quasiment plus qu'une question de travail de paysagiste, ce qui fait que la circulation reprendra ses allures quasi normales. En tout cas, on n'aura plus ce blocage-là. Ça, c'est une première chose. Mais c'est au prix, effectivement, de travaux limités dans le temps que le phasage a évolué. Le second point, c'est la question du nombre de places.
Bon, vous savez que déjà précédemment, lors des dernières années, j'ai pu évoquer et dire plusieurs fois publiquement que le nombre de places c'est une chose, mais c'est pas la chose primordiale. La chose primordiale, c'est le nombre fois le nombre de rotations de voitures par place. Parce qu'effectivement, si une place est là, mais qu'elle est utilisée par une voiture ventouse qui reste là 3 semaines, en réalité, personne ne peut l'utiliser, et c'est certainement pas les clients. Donc, ce qui a été ma directive et le souhait de l'ensemble de l'équipe sur l'opération Cœur de Ville, c'est qu'on ne perde pas de places de stationnement au cœur de ville, en tout cas que le nombre de places in fine soit tout à fait comparable à 2 ou 3, je ne sais pas, mais au nombre de places actuelles, parce qu'en fait il est difficile de dire exactement quel est le nombre de places actuelles, puisqu'il y a des places qui sont mal signalées, qui ne sont pas tout simplement quasiment, si vous regardez sur les allées Joffre, c'est quelque chose qui, toutes les places entre les arbres ne sont pas directement tracées. Donc de quoi on parle exactement, c'est aussi un vrai sujet. Donc à partir de là, ça a été non seulement de garder le même nombre de places, mais en plus de faire en sorte d'étendre ce qu'on a appelé le stationnement intelligent, c'est-à-dire des places limitées dans le temps avec des capteurs qui permettent de faire appliquer cette limite, de manière à ce que le but soit de rendre non seulement la ville plus agréable, mais aussi plus pratique pour ceux qui viennent simplement y consommer ou accéder au service. Ça, c'est l'idée et les directives originales. Maintenant, sur le projet final, effectivement, il y a, et justement si d'ailleurs il est soumis au changement avec le 3e point que je vais évoquer par la suite, il y a effectivement un travail à voir sur, non pas sur la tranche qui est en train de se faire maintenant, mais ensuite sur comment on aménagera le parvis devant la halle. À ce stade, rien n'est acté. Est-ce qu'on gardera des places de stationnement? Combien? Dans quel sens? Perpendiculaire, en épi, longitudinal? Quid du bus du conseil départemental? Voilà, il y a tout un tas de sujets qui restent encore complètement en suspens et qui doivent être levés. Maintenant, en ce qui concerne le pur périmètre des tranches 2017 et 2018, ce pur périmètre a un nombre de places sensiblement égal. Je vais même, et je souhaite que ceux qui le désirent, et parmi les élus et parmi les représentants de diverses associations ou de commerçants, puissent se mettre autour d'une table de manière à pouvoir discuter exactement de ces évolutions. Et normalement, on devrait arriver à quelque chose qui soit tout à fait comparable. Maintenant, le problème, et là j'ai regardé, j'ai demandé au service de pouvoir faire un chiffrage précis du nombre de places avant et après. Le problème, c'est de quel périmètre on parle exactement et de quelle place on parle exactement. Et quand on a fait le plan local d'urbanisme, et avec ce bureau d'études-là, c'est pas exactement le même périmètre que la façon dont certains ont pu compter les places. Donc moi, ce que je vous propose là-dessus, c'est qu'il puisse y avoir des séances de travail, ça dure longtemps en fait, de se mettre d'accord sur exactement ce qu'on compte, et être d'accord sur un périmètre commun, de manière à pouvoir voir que ce qui est fléché et aussi ce qui sera mis en place dans les années suivantes puisse correspondre à un nombre de places sensiblement égal. Je rajouterai à ceci que au 2e semestre de l'année 2018, la halle sera ouverte pour un stationnement sur abonnement, donc de long terme, pour justement les commerçants et les riverains qui pourront l'utiliser. C'est un abonnement qui sera symbolique, pas cher, mais qui permettra justement de mieux utiliser la halle. Et il y aura un traçage qui permettra d'en maximiser le nombre de places. Voilà. Donc là-dessus, c'est sur le second point. Et le 3e point, il concerne le sens de circulation. Le sens de circulation dans le projet initial, qui avait plusieurs principes, les principes essentiels, c'est de se dire, voilà, pour qu'un centre-ville survive et tienne tête aux centres commerciaux, il faut qu'à la fois il soit pratique, mais qu'il soit agréable, et qu'il soit agréable de se déplacer, non seulement en voiture, mais aussi à pied et à vélo. Et c'est ce qui a été dit dès notre campagne des municipales, justement, le but de transformer la commune dans ce sens-là. Donc on a mis le stationnement, on a mis de la vidéoprotection, on a essayé d'améliorer le fleurissement, on a essayé de faire plusieurs animations tout au long de l'année, et puis on a créé un parc, on a créé un accès à ce parc avec la mise en place d'une passerelle, avec un parking. Vous avez vu que l'ancienne maison des jeunes est en train d'être détruite. Donc tout ça, c'est quelque chose de cohérent, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui on puisse avoir des projets qui sont très financés et très subventionnés, justement parce qu'il y a une cohérence entre les projets et une cohérence dans les travaux de manière pluriannuelle. Donc, à partir de là, ce qu'on s'est dit, et ce qui a été justement également la proposition et de nos assistants en maître d'œuvre et des bureaux d'études, c'est qu'au fond, le canal devait servir d'une sorte de rond-point qui permettrait, pour ceux qui veulent traverser simplement la commune, de la traverser dans un sens seulement. D'un côté pour aller d'est en ouest et de l'autre pour aller d'ouest en est. Et que les allées seraient pour ceux qui veulent s'arrêter au sein et consommer.
Donc c'est pour ça que l'idée a été de dire on ne pourra passer, y compris au niveau du boulevard de Castelnau, que de l'avenue Jacques Fourcade à la place du Foirail, et pas inversement. En attendant, le boulevard Gallieni restait à double sens jusqu'à ce qu'il y ait la déviation. Parce qu'une déviation est prévue par le conseil départemental entre l'entrée nord de Vic et la route de Pau. Quand elle sera réalisée, ça je ne peux pas vous le dire. Effectivement, sur le long terme, et quand il n'y aura plus un seul poids lourd qui traversera Vic, c'est probablement quelque chose de pertinent. Je vous rappelle que j'ai déjà écrit au président du conseil départemental, que j'ai revu ce matin, et qui a pu justement me dire qu'il partageait d'un point de vue sur les idées la chose, il continuait de soutenir le projet de ne plus faire passer de poids lourds dans la route de Rabastens et désengorger ainsi toute une partie de la commune des poids lourds. Néanmoins, il y a encore des examens à faire au niveau de la DRT, au niveau de la capacité, de la résistance des voiries à la fin de l'avenue Jacques Fourcade. Enfin, il y a des choses techniques à valider avant de pouvoir le mettre en œuvre. Mais ça, c'est l'idée. La délégation de commerçants que j'ai pu recevoir m'a dit l'idée est peut-être pas mauvaise, peut-être que c'est comme ça qu'il faudra faire dans le futur, sauf que dans le temps où il n'y a pas encore la déviation, ça pose question. Et ça pose question alors même que les poids lourds ne sont pas encore interdits route de Rabastens, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas par l'avenue Jacques Fourcade. Et de ce point de vue, j'ai considéré que leur demande était légitime et qu'ils avaient raison, sans doute, on allait un peu vite en besogne de ce point de vue-là. Donc je leur ai dit qu'effectivement, et ce qu'ils proposaient, qui n'est pas incompatible avec les travaux, c'est-à-dire que ça ne représente pas de changement, il sera probablement une moins-value d'ailleurs sur les travaux, c'est-à-dire qu'on puisse, au niveau du boulevard de Castelnau, aller désormais du rond-point à l'avenue Jacques Fourcade, et remonter par contre, au niveau des allées Joffre, de la place Gambetta jusqu'à la rue des Promenades. Je n'ai pas décidé moi tout seul, mais c'est ce que je soumettrai au groupe majoritaire demain en réunion de groupe, de manière à ce qu'on puisse voir si on peut valider les choses dans ce sens-là. J'en profiterai pour soumettre également les remarques des différents partenaires institutionnels, tels que VAE ou les pompiers, ou d'autres qui ont pu nous faire des remarques sur le plan qui a circulé. À partir de là, je resoumettrai le plan qui aura été validé par le groupe majoritaire à l'association des commerçants. D'ici la fin du mois d'avril, on aura donc normalement finalisé quelque chose. Ce plan sera mis à la disposition des Vicois pour avis dans un numéro spécial du Vicois qui sera 2 fois plus grand de manière à ce que le plan soit bien visible et qu'on n'oublie pas de rue, qui sortira début mai. Et à partir de là, il y aura 2 mois pour faire des remarques. Une remarque ne sera bien sûr pas nécessairement intégré dans la décision finale, parce que si on fait une remarque sur sa rue seulement, ça a des conséquences sur tout le reste. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui permettra à chacun de pouvoir faire évoluer les choses. On a pu voir, en réalité, nous, dans le travail sur le plan de circulation, on a eu beaucoup de réunions, et à chaque fois les choses changeaient. Parce que dès qu'on change une rue, ça a des incidences sur tout le reste. Voilà. Aujourd'hui, rien n'est acté, et c'est ce que je veux vous dire. La concertation, oui. Moi, je suis persuadé qu'il faut de la concertation, mais il faut une concertation organisée. La concertation, à partir du moment où on se base sur des choses qui n'ont pas été déjà suffisamment travaillées ou qui n'ont pas été validées, en amont, ça s'appelle pas de la concertation, ça s'appelle du bordel. Et ça ne fait avancer personne. Donc de ce point de vue, moi je suis reconnaissant justement de ce qui a pu être apporté par la délégation de commerçants que j'ai pu recevoir. Je pense, s'ils m'ont convaincu, ils arriveront aussi à convaincre mon équipe. Et je pense que, justement, c'est quelque chose de positif qui est né de cette réunion et qu'il y aura probablement d'autres choses qui pourront naître des différentes consultations. Voilà pour ce point que je voulais évoquer avant d'aborder le début du conseil municipal. Et je donne la parole à Madame Saintille, avec le micro, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Oui, je me réjouis parce que ça fait plusieurs conseils municipaux au cours desquels l'opposition demande qu'une véritable concertation ait lieu entre les élus du groupe majoritaire, les élus du groupe minoritaire, les riverains, les commerçants et les professions libérales, tous ceux qui sont concernés par ce projet de bourg-centre. Lors du dernier conseil municipal, vous m'avez répondu, monsieur le maire, que ces réunions avaient eu lieu. J'apprécie beaucoup que vous constatiez ce soir, que c'était insuffisant et que vous repartiez sur une concertation qui aurait dû avoir lieu depuis plusieurs mois.
Alors, je vais maintenir ce que j'ai dit la dernière fois. Vous m'avez dit qu'aucune concertation n'avait eu lieu. Les concertations sur ce projet ont eu lieu à plusieurs reprises. J'ai jamais dit qu'on les avait arrêtées. D'ailleurs, je n'ai jamais... Madame, le bureau d'études a eu un stand sur le marché. On a fait plusieurs réunions, y compris pour la rue du Château en 2019. Honnêtement, franchement, très bien. En tout cas, la concertation continue. Elle continue dans un sens que je souhaite positif. Mais ce que je déplore, c'est que si on fait une réunion à un moment de travail avec vous, c'est pas pour que les documents de travail, qui sont confidentiels, soient ensuite distribués pour justement créer le chaos. Donc ça, c'est aussi quelque chose, il faut savoir le faire. Il faut savoir le dire. Aujourd'hui, il y a eu effectivement un plan qui a été abondamment distribué, qui est un document de travail. Par qui? Pas par nous, monsieur. Ce plan a été distribué, certainement pas par moi en tout cas. Donc là-dessus, écoutez madame, le conseil municipal doit garder une certaine tenue, donc je n'irai pas plus loin. Mais toujours est-il... Vous voulez bien parler dans le micro, s'il vous plaît? Parce que c'est enregistré. Très bien. C'est vous qui passez à l'attaque, monsieur le maire. Non, vous accusez les élus de l'opposition d'avoir diffusé des documents dont ils n'étaient même pas destinataires, puisque nous ne faisons pas partie de la concertation. Désolé madame, mais justement, il y a eu des documents qui ont été travaillés là-dessus, et je regrette en tout cas, alors par quelle magie, mais j'irai pas plus loin, que ces documents aient été abondamment distribués comme des documents actés, ce qui n'était pas, qui n'ont jamais été le cas. Bien, monsieur Curette. Oui, simplement, monsieur le maire, la seule réunion à laquelle j'ai assisté avec le bureau d'études qui nous présentait le projet dans son ensemble, c'est dans cette réunion-là que nous avons demandé quel était le comptage des voitures qui avaient été effectuées voie par voie pour voir quel était le report de flux de circulation qui pouvait entraîner les travaux. J'attends toujours donc que vous me communiquiez ces informations que nous n'avons pas. Deuxièmement, j'ai fait un courrier, j'ai fait une note, j'ai fait un courrier le soir même en indiquant que les sens de circulation prévus à ce jour, il y avait 4 voies de circulation est-ouest, c'est-à-dire en partant vers Pau, et une seule en venant de Pau pour aller en centre-ville, et que ça pouvait naturellement occasionner des difficultés. Nous les constatons aujourd'hui. Enfin, nous avons précisé ce jour-là, et vous nous aviez dit qu'il ne devait pas y avoir simultanément les travaux côté Allée du Midi et côté boulevard de Castelnau pour protéger un petit peu les commerçants. Nous constatons que ça n'a pas été réalisé. Je m'en suis expliqué, monsieur Curette, oui, si vous avez bien... c'est justement pour des questions de calendrier. Si simplement vous n'avez pas écouté... J'ai entendu. Donc vous dites quand même... J'ai entendu, mais le fait est que vous nous avez dit quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Bon, oui, j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué justement pourquoi, mais très bien. Je vous laisse terminer votre intervention. Et puis dernièrement, effectivement, nous avons regretté que ce plan d'aménagement et de circulation ne soit pas relié à un prévisionnel précis et daté de la déviation est-ouest de Vic en Bigorre que doit réaliser le Conseil général et que donc l'aventure dans laquelle nous nous engageons se fait isolément, séparément, et les Vicois en paieront les conséquences. Alors là, je regrette là-dessus, monsieur Curette, que vous qui êtes l'ancien président de la communauté des communes, puissiez dire une chose pareille. Vous savez très bien que le conseil départemental ne va pas s'engager sur une réalisation en 2 ou 3 ans. Il s'engage sur un budget qui est le budget de l'année suivante. Aujourd'hui, il y a déjà le contournement de Rabastens qui n'est pas complètement finalisé, vous le savez très bien. Et donc, vous savez très bien qu'on est les prochains sur la liste, mais de là à dire quelle année, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour quelqu'un qui, justement, a eu des responsabilités à un moment, me faire ce procès est assez honnêtement malhonnête. Là-dessus, de toute façon, le réaménagement de la commune ne dépend pas que de la déviation. Pas du tout. En fait, la seule chose qui change, quel que soit le plan final, s'il y a la déviation ou pas, c'est est-ce qu'on laisse à sens unique ou à double sens la route de Rabastens. Pour tout le reste, en fait, ça fonctionne quand même. Mais je vous invite justement, une fois qu'on aura pu, à la fin du mois, finaliser un plan version A, voilà, à faire vos remarques, et elles seront effectivement, comme celles de tout Vicois, étudiées et analysées. Mais je vous invite à justement les faire. Le maire, c'est que ce que j'ai écrit le soir même de la réunion avec Talarchi soit relié au prochain conseil municipal, au compte rendu de ce conseil municipal, pour prouver quand même qu'à un moment donné, on a travaillé et étudié précisément le sens de circulation que nous proposions. Je le proposais notamment le maintien de double sens pour revenir de Pau en passant par la médiathèque vers la halle
c'eût été un moyen de maintenir une circulation, un flux de circulation assez cohérent. Très bien, on attachera votre courrier. Simplement, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous avez travaillé sur le sujet, que vous avez fait des propositions, et d'un autre que vous n'avez jamais pu avoir accès au dossier. Donc, simplement là-dessus, il faut qu'on soit cohérent. Soit on a pu à un moment faire des choses ensemble, et effectivement, vous avez pu faire des propositions qui seront retenues in fine. Vous savez, moi, c'est pas parce qu'elles viennent de vous qu'elles sont mauvaises. Hein. Donc, vraiment, je vous le dis, hein, véritablement, je vous l'assure. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire à la fois ça et à la fois que vous n'avez pas pu prendre part au dossier. Les deux sont contradictoires. Monsieur Paul. En ce qui concerne l'association au dossier, on n'a pas été associé du tout. Si ce n'est, on va reprendre la chronologie. Au conseil municipal de décembre, c'est moi-même, donc là c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, qui vous ai demandé de nous associer en disant que ce serait bien il nous semble que l'ensemble des élus doivent être associés sur ce qui va conditionner l'avenir de notre ville demain. Vous nous avez, dans un élan de générosité, invité à participer à la réunion du 15 janvier qui suivait, soit c'était le 23, je crois, décembre ou 22 décembre, fin décembre au 15 janvier, donc on a eu 15 jours. Vous nous avez demandé de faire des remarques. On a posé des questions écrites. Et vous nous avez dit, elles sont hors sujet, puisque de toute façon, cette partie-là est déjà validée. Donc, si vous appelez ça de la concertation et du travail en équipe, moi j'appelle pas ça du travail en équipe. Le travail en équipe se fait en amont. Là pour le coup, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous avez fait des remarques sur le boulevard Gallieni, sur la rue du Château, et pas justement là-dessus. La seule remarque, c'est celle de Monsieur Curette sur justement le double sens. Tous les autres remarques, je vous ai dit, on va les considérer après, parce que c'est les travaux des prochaines années. Et la réunion ne portait pas sur ça. Je peux le redire, on peut le redire 40 fois, mais effectivement, si vous faites des remarques sur quelque chose qui n'est pas dans le sujet de la réunion, eh ben, c'est pas dans le sujet qu'on traite aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a un ordre du jour du conseil municipal, on va pas parler de plein de choses. Et il y a plein de choses qui se passent aussi, ben, c'est simplement pas dans l'ordre du jour. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, justement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur ces autres questions, et notamment le plan de circulation global qui arrive maintenant à maturité, pour être présenté et pour être discuté, mais avant ça, il fallait quand même qu'on ait un minimum travaillé, à ce moment-là, faites des remarques. Et d'ailleurs, peut-être que ce que vous avez écrit, à un moment, oui, on pourra justement les prendre en compte. Mais c'était pas à cette réunion-là. C'est tout. Mais ce qui est sûr, pour finir, c'est que vous nous avez, jusqu'au mois de décembre, dernier conseil, on n'a jamais été associés à la moindre réunion. Et si on n'avait pas de façon pressante demandé au nom de notre légitimité en tant qu'élu du groupe minoritaire, à participer à cette discussion et à l'avenir de notre commune. Si on n'avait pas insisté, je pense qu'on n'aurait même pas été convoqué le 15 janvier. Bon, moi, ce que je peux vous dire quand même, parce qu'il faut un minimum de bonne foi, c'est qu'il y a eu une réunion justement sur le plan de circulation avec l'ensemble des conseillers municipaux. Il y avait que M. Mediamol. Vous étiez tous invités. Alors, moi, je veux bien, mais il y a un moment, il faut quand même se donner justement les moyens de ses propos. Oui, Monsieur Mediamol était là, vous étiez tous invités. Je peux retrouver la date si vous voulez. Eh ben donc justement, si vous plaignez à la fois de ne pas participer aux réunions et quand vous êtes invité à justement un sujet aussi important pour en travailler avec nous, venez. Je vais vous rappeler quand même la teneur de vos propos le 15 janvier à la réunion à laquelle nous avons participé. Là, il n'y avait pas que Monsieur Mediamol, nous étions plusieurs. Non, la première avec le groupe, d'Alarchie n'y était pas, mais la deuxième, le 15 janvier, Monsieur le maire y était, et nous a dit, dès qu'on a commencé à poser nos questions, de toute façon, ici, c'est comme ça qu'on va faire, c'est pas autrement, on n'a pas... Bien sûr, c'est bien de me caricaturer comme ça. Très bien, Monsieur Paul. En attendant, Monsieur Curette a pu faire une remarque, la preuve, on la prendra par écrite. En attendant, vous avez dit que vous avez pu faire des remarques par écrit. En attendant, il y a eu une réunion, Monsieur Mediamol était là et vous n'étiez pas là. Alors, très bien. J'ai entendu le message. Vous souhaitez participer davantage. Ce que je vois, c'est que, alors qu'il y avait encore un document de travail confidentiel, il a été abondamment distribué dans VIC. Le travail collectif, oui, à condition de créer les conditions de confiance. Et ça, je peux le maintenir. Madame Saint-Cy, oui, on abordera le début de l'ordre du jour. Clarification et après j'arrête. Première réunion, Monsieur le maire, vous nous avez conviés, nous étions tous là. Vous n'étiez pas présents. Il y avait juste le cabinet. Deuxième réunion, nous, élus du groupe minoritaire, avons mandaté M. Mediamol pour nous représenter. C'est notre choix, c'est notre droit, et vous n'avez pas à le prendre en otage par rapport à nous ce soir. Je le prends pas en otage par rapport à vous. Je dis que si ça vous intéresse tellement, vous pouvez passer une soirée à travailler là-dessus, y compris à 6.
Madame, non, bien évidemment. Je suis tous les jours à la mairie, donc arrêtez. Bon, bref. Écoutez, très bien. Votre travail est remarquable et nous en tiendrons là. On va commencer le conseil municipal parce que vous aurez l'occasion de réintervenir plus tard. Point numéro 1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2018. Y a-t-il des questions? Monsieur Paul. Oui, lors de ce conseil municipal, oui, moi je voterai contre ce compte rendu, puis pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas du tout sur plein de points le reflet de ce qui s'est passé, notamment sur une question qu'a posée Monsieur Mediamol, vous lui avez répondu qu'elle manquait de pertinence. Quand j'ai posé des questions moi sur la DETR, vous m'avez dit que j'étais un inquisiteur. Donc, ce genre de propos que vous tenez envers nous, ce serait bien que ce soit marqué dans les comptes rendus, parce que c'est bien quand même que les Vicois sachent comment vous nous parlez. Vous savez, vous parlez dans un micro qui est enregistré et les séances sont publiées sur le site internet. Alors, si vous voulez, pour quelqu'un qui veut se cacher, moi j'ai joué la transparence. Ensuite, je vais vous dire une chose, l'insistance avec laquelle vous avez défié ce que je vous disais, en arguant justement des services sur le fait que j'aurais fait un conseil municipal pour faire passer la DETR de force, ce vote de force, alors que justement je disais que c'était pour obtenir cette subvention. Aujourd'hui, vous avez un courrier dans votre pochette qui vous dit que vous avez tort. Et vous avez insisté là-dessus, effectivement, d'une manière inquisitrice. Et ça, je le maintiens. Parce que cette façon de faire, vous êtes aujourd'hui, on voit que vous avez tort, et au lieu de simplement de croire une chose, de demander vérification vous-même à la préfecture, vous serviez de ceci pour essayer de faire une passe d'armes. Moi, je considère pas le conseil municipal comme un enjeu de passe d'armes. Je considère le conseil municipal comme un moment où on vote des choses pour faire avancer la commune. Donc là-dessus, aujourd'hui, vous voyez ce qu'il en est. Si maintenant vous souhaitez que ce terme soit rétabli, ce terme sera rétabli. Il n'y a aucun problème puisqu'il est déjà de manière très claire sur Internet. Oui, je le souhaite. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Oui. Des abstentions? Opposition. Je vous remercie. Point numéro 2, section service public. Il s'agit, Madame Saint-Cyr, je commence. Vous venez de passer au vote alors que quelqu'un levait la main avant que vous passiez au vote. Écoutez, il y a quand même un moment où il faut savoir avancer. Je crois que la parole est assez libre dans le conseil municipal. Donc, on passe au point numéro 2, Madame Saint-Cyr. Et je vous demande encore une fois que dans le conseil municipal, la règle est le règlement intérieur. Qu'on demande la parole. Quelqu'un avait levé la main. Au maire, oui, mais qu'on demande la parole et ensuite je la donne. Mais c'est ce qu'il a fait. D'accord. Mais oui, mais je n'ai pas donné. J'ai passé au point numéro 2 et nous passons au point numéro 2. Bien. Je voudrais simplement préciser. Monsieur Curette, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je commence la lecture du point numéro 2. Si vous avez des points en questions diverses, je vous donnerai la parole en questions diverses. Point numéro 2. Aménagement du parc naturel urbain et appel à projet du conseil départemental au titre du fonds de dynamisation des communes urbaines. Donc, en ce qui concerne ce point, il s'agit donc du parc naturel urbain, qui est un projet prévu en plusieurs tranches, programme pluriannuel, et le conseil départemental, avec ce fonds de dynamisation, nous a déjà largement subventionné l'année dernière. Le président du conseil départemental était venu pour l'inauguration de la passerelle, et cette année, sur la tranche suivante, donc d'un montant de 190 507,50 € hors taxe, nous demandons 50% de subvention au conseil départemental, soit 95 253 €. 50% pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les règles de ce fonds de dynamisation, l'autofinancement de la commune ne doit pas être, la subvention ne peut pas être supérieure à l'autofinancement de la commune. Donc, à ce stade, on demande 50%. Vous pouvez voir à la fin du paragraphe qu'en fait, cette modélisation, cette structure de financement peut éventuellement évoluer dans le cadre d'un appel au contrat rural, qui est une subvention étatique qui passe par le pays. Et à ce stade, le pays n'a pas encore structuré ces modalités, mais le PNU pourrait y être éligible, et donc on serait amené à voter une structuration un peu différente de ce financement. Y a-t-il des questions sur ce point ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Une abstention ? Je vous remercie. Chapitre sur les ressources humaines. Donc, il s'agit d'abord la création d'un poste d'adjoint technique territorial, et je donne la parole à l'adjoint aux ressources humaines, Monsieur Penn. Monsieur le maire souhaite renforcer les services techniques en procédant au recrutement d'un agent disposant d'une formation horticole pour
apporter son concours et son expérience en matière de fleurissement et de réalisation de massifs. Il est donc demandé à cette Assemblée de se prononcer sur cette création de poste. Les questions, Madame Sainty. Une précision. Est-ce qu'il s'agit d'une redéfinition de poste par rapport à un poste vacant ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une création de poste? Et s'il s'agit d'une création de poste, qu'est-ce qui justifie la création d'un poste de formation horticole? On a un peu de mal à comprendre ce qui se passe dans le projet de délibération. Effectivement, c'est une création qui vient de la demande à la fois des services techniques, validée et par le DRH et par la directrice des services techniques, étudiée en groupe majoritaire. Et ça vient de l'idée qu'à partir du moment où on augmente les espaces verts et le fleurissement de la commune et qu'on crée le parc, il y a certainement un besoin supplémentaire et une expertise supplémentaire là-dessus. Non pas que nous n'ayons pas d'expertise déjà dans nos services, puisqu'il y en a un, et notamment le directeur des services techniques adjoints, qui a cette formation, mais qui, lui, encadre les équipes. Et à ce stade, il a été fait le constat par les services et validé par le groupe majoritaire que ce serait un plus pour la collectivité. Encore une fois aussi, dans l'idée d'augmenter le travail en régie. Alors ça ira aussi par un certain nombre d'examens sur le fait d'utiliser mieux la nacelle pour les lagages, de mieux réguler les sorties des agents qui sont aussi pompiers. Il y a beaucoup de choses qui vont derrière ça pour une meilleure organisation des services et pour une montée en puissance de la régie. Et c'est un besoin qui a été tout simplement observé par les services techniques. Madame Sainty. Ce qui nous pose question, c'est la notion de temps complet, puisque jusqu'à maintenant, ce poste n'existait pas et au niveau horticole, nacelle, élagage, etc., tout avait l'air de fonctionner. On s'étonne un petit peu sur le profil de poste. Profil de poste et surtout le fait que ce soit une création à temps complet, alors que par ailleurs, on verra qu'il y a des personnes qui vont être à temps non complet. Donc, on voudrait des éclaircissements plus globaux sur les 3 appels qui sont faits là, en matière de RH. Pour les suivants, si vous voulez bien, on va attendre les points suivants. Mais pour celui-ci, c'est un renforcement du service environnement, pas du tout que pour les questions d'élagage, pas du tout, si on aurait pris quelqu'un de saisonnier, mais dans le cadre d'une montée en puissance de la régie. Typiquement sur ce point d'élagage, vous savez qu'on a externalisé la plupart des élagages l'année dernière, alors qu'on a justement fait l'investissement d'une nacelle, parce que ça a été pas aussi bien organisé qu'on le pourrait. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut faire des économies. Et vous savez très bien, vous ne le découvrez pas, que ce que j'ai pu proposer depuis plusieurs années, c'est justement un renforcement des équipes internes, un renforcement de ce qu'on pouvait faire en régie pour essayer de moins externaliser les choses. Voilà. Et temps complet parce que, tant qu'il est possible, c'est effectivement plus souhaitable de se proposer des contrats à durée indéterminée et à temps complet. Monsieur Mediamol. Oui, j'ai une double question à poser. D'une part, vous recrutez quelqu'un qui a un profil précis, donc je voudrais savoir si le recrutement est lancé et s'il y a un concours, des gens qui vont examiner ces candidatures, c'est la première question. La deuxième question, je me trouve curieux qu'au moment où il y a des transferts de personnel et surtout de charges vers la communauté de communes, où il n'y a plus à entretenir l'ensemble des bâtiments scolaires, où il n'y a plus à entretenir les espaces liés aux écoles, et on recrute du personnel. En général, on reproche aux collectivités de trop embaucher. Vous l'avez reproché largement à l'ancienne municipalité. Donc, je voudrais savoir comment ça se fait au moment où il y a moins d'activités municipales, on augmente le nombre d'employés. Alors, il n'y a pas moins d'activités municipales dans ces registres, puisqu'en ce qui concerne les espaces verts, on a un parc de 3,5 hectares. Ça ne vous a pas échappé. Donc là-dessus, on a plutôt une activité nouvelle. On a également, et force est de reconnaître, j'ai annoncé dès le début de l'année qu'on essayait d'obtenir la première fleur cette année. On a un enfleurissement de la commune qui est, à mon avis, qui est de mieux en mieux chaque année. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas dans l'entretien des écoles, là dont on parle, mais c'est effectivement un renforcement du service environnement. Maintenant, je vais vous dire une chose, parce que vous savez, comme j'ai pu l'annoncer lors du dernier conseil municipal, la directrice générale des services quittera bientôt la municipalité vicoise, donc je procède à des entretiens. Il y a des gens qui ont été déjà directeurs généraux de services, donc qui ont été déjà dans des communes. Certains sont des communes
dans les communes de strates équivalentes, certains de strates de 5000 habitants. Je peux vous dire qu'on a de la marge. Voilà. Qu'on a de la marge, justement, dans la façon de pouvoir monter les services et qu'on a justement des budgets équilibrés et que là, pour vous dire, la dernière que j'ai pu avoir, dans un département quasi limitrophe du nôtre, une ville de 5000 habitants, 95 agents municipaux. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que là, c'est un choix précis qui vient d'une demande des services. Et je vous invite justement à peut-être vous en entretenir avec le directeur des services techniques, son adjoint ou la directrice générale des services, pour qu'elle puisse vous dire concrètement dans quel cadre et dans quelle mission cet agent, avec ses qualités, ses capacités, est quelque chose de pertinent. Oui, avant 2012, vous n'aviez pas ce langage, puisqu'on avait déjà beaucoup trop d'employés communaux. Non, ça c'est une caricature vaguement politique. Non, n'ai-je pas dit à plusieurs reprises que je voulais faire monter le travail en régie? Ça c'est vrai, vous l'avez dit. Bon, alors, donc est-ce qu'on peut faire monter ce qu'on fait avec nos agents municipaux en disant déjà qu'ils sont trop nombreux? Non, j'ai pas dit qu'ils étaient trop. Non, vraiment, ça honnêtement, vous pouvez regarder tous les enregistrements. Et Dieu merci, ils sont là pour ça. Je n'ai pas dit ça parce que je ne le pense pas. Avant, sous le précédent mandat. Ah, le précédent mandat. Sur ce mandat-là, on ne vous l'avait pas dit. Bon, ben alors, du coup, là, j'ai dû changer d'avis depuis. Oui, voilà. Mais ce qui compte, c'est quand même le mandat qui a fait qu'on a été élu ce mandat-là. Et les modalités de recrutement de cette personne, c'est un concours ou autre? L'appel à candidature? Il a eu lieu, il y a eu un jury déjà de recrutement. Mais puisque le poste n'est pas créé. Mais il y a quand même eu un jury. Qui s'est déroulé comme? Mais qui sera actif, qui sera actif. J'ai plus la date en tête. Vous avez la date? Je sais pas, vous qui étiez présent, puisque vous y étiez. Fin mars, début avril. Qui était composé par qui? Ben écoutez, on vous fera un courrier là-dessus précisément. Vous pouvez nous répondre, monsieur le maire. C'est un jury qui a effectivement procédé à l'embauche d'un personnel ou qui a entendu des personnes qui ont candidaté. Vous pouvez nous dire qui était. Je rappelle que lors du précédent mandat, le groupe minoritaire était associé donc au recrutement. Le DST, l'adjoint aux ressources humaines, la DGS, et puis après pour la liste, on vous la fera parvenir. Je n'y étais pas en l'occurrence, si c'est votre question. Vous n'y étiez pas? Non, je n'y étais pas. Justement parce que je ne suis pas à même de juger des capacités techniques d'un agent là-dessus, et donc c'est justement, je sais parfois aussi me mettre en retrait. Sur ce point, y a-t-il d'autres questions? Les oppositions? Alors, on va reprendre les oppositions puisque mademoiselle Or doit noter les noms. Des abstentions. Donc, le point est rejeté. Point numéro 4.
Lors du transfert de compétences périscolaires, scolaires et périscolaires à la communauté des communes, la commune a décidé de conserver 3 agents, deux agents qui interviennent sur les tâches d'entretien de la mairie et des sites sportifs restés sous la compétence de la commune, un agent qui intervient sur le passage protégé et l'entretien des sites sportifs en remplacement des 2 agents précédemment cités. Sur ces 3 agents, un agent bénéficiait d'un contrat aidé. La commune donc nous souhaitons créer un poste d'adjoint territorial en temps non complet sur une quotité de 30 heures par semaine pour pouvoir continuer à assurer l'entretien de ces locaux. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Saint-Tille. La question que nous voulons poser, c'est est-ce que vous profitez de ce moment-là pour pérenniser quelqu'un qui était en contrat aidé, utiliser le poste jusque Absolument. Là, et est-ce qu'il s'agit bien de lui? Absolument, c'est une personne qui intervient dans la commune depuis plus de 3 ans au titre d'un contrat aidé et un contrat que nous souhaitons consolider. D'accord, merci. Comme ce qu'on a essayé de faire à chaque fois, que ça a été possible. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? D'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5, sur l'augmentation du temps de travail de l'emploi d'adjoint technique territorial titulaire, c'est encore le rapporteur, Monsieur Penn. Toujours dans le cadre de ces 3 agents-là, il s'agit d'augmenter les quotités horaires d'un agent qui avait déjà un contrat de titulaire à temps partiel, à 30 heures, pour lesquels que nous souhaitons passer à 32 heures. Nous n'avons pas pu passer cet agent à 35 heures pour des problématiques de modalité de déplacement. Un emploi à temps complet à 35 heures aurait généré trop de déplacements, trop de difficultés pour cet agent. Le poste à 32 heures lui permet de globalement attaquer le matin de très bonne heure par l'entretien de la mairie et terminer son service à la fin de la pause méridienne, puisque cet agent est mis à disposition de la communauté des communes pour l'encadrement de la pause méridienne des enfants. Y a-t-il des questions sur ce 3e point RH, numéro 5? D'opposition? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. On va donc maintenant passer à la section finances locales et au point numéro 6. Il s'agit d'examiner le budget annexe d'eau potable et donc dont je voulais vous présenter le budget primitif. D'abord un point sur ces sujets. Je vais le retrouver. Et sur l'évolution de cette DSP qui concerne à la fois l'eau et l'assainissement. Vous avez pu recevoir, les VICO ont pu recevoir une information sur l'évolution de cette DSP et sur l'évolution de la tarification, avec une baisse, comme je l'avais annoncé, de 25%, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que pour le coût d'une facture de 120 mètres cubes d'eau, on passe d'un coût qui était anciennement de 581 093 euros à 581,93 euros, à 436,41 euros. Voilà. Donc, il s'agit de voter le budget primitif avec donc une capacité d'investissement pour l'année 2018 de 73 000 euros, qui est normalement tout à fait suffisante compte tenu de la structuration de la DSP, puisqu'on avait évalué qu'à partir de 40 000 euros annuels, c'était satisfaisant comme budget. Est-ce qu'il y a des questions? Quelle est l'évolution justement par rapport aux années précédentes en moyenne sur l'investissement dans ce secteur-là? Justement, en gardant le même, on avait plutôt 40 000 euros d'investissement de mémoire, et là, alors qu'on est dans une DSP qui est dite une DST sans travaux, DSP sans travaux, mais dont en réalité l'ASSOR s'est engagé sur un certain nombre de points, donc c'est en fait un système un peu plus hybride, on est à un niveau supérieur, quasiment double. Le montant, c'était seulement ce qui était le montant autour moyen. de 40 000 euros, autour de.
peux donner des spécificités, des chiffres précis, mais c'est de cet ordre-là. Y a-t-il d'autres questions? Non, là on passe à 78, tout en ayant une facture qui baisse de 25%. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 7, et donc c'est son pendant sur l'aspect assainissement. Alors d'abord, une affectation le point 7.1, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2017. Donc il n'y en avait pas pour ce qui concerne le budget de l'eau, mais il y en a pour le budget assainissement. Donc là, vous avez donc le solde d'exécution d'investissement, l'excédent d'investissement de 33 833,50 €, et donc l'affectation est de cette même somme. Ça, c'est purement formel. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Vous opposez même là? Okay. Point adopté. Et le 7.2, c'est le budget primitif en ce qui concerne ce deuxième compte annexe, qui est le compte assainissement. Donc, il prend en compte l'affectation des résultats précédemment évoqués. Et donc, avec à la fois un virement de la section investissement vers la section d'exploitation, de la section d'exploitation à la section d'investissement de 53 000 €, et l'affectation des résultats, donc ce qui fait un budget d'investissement, là encore, de 86 000 €, qui est largement au-delà de ce qui était prévu et ce qui était utilisé les autres années, puisqu'on était aussi, je crois, de l'ordre de 40 000 €, précisions pouvant être fournies ultérieurement. Est-ce qu'il y a des questions? L'opposition? L'abstention? Merci. On va passer maintenant au budget principal de la commune. Et d'abord, le point 8.1, qui est le compte de gestion. L'approbation du compte de gestion, donc qui est dressé par les services du Trésor public et qui est identique au compte administratif. Donc là, c'est quelque chose d'assez formel que l'approbation du compte de gestion. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? L'opposition? L'abstention? Merci sur ce point. En ce qui concerne le point 8.2, dont le compte administratif 2017, je ne peux présenter ce point. Je n'ai pas le droit, donc je donne naturellement la parole à... Ou pour le vote. Mais en tout cas, oui, je ne peux pas prendre part au vote et présider le vote. Je peux néanmoins donner les éléments du point 8.2, le compte administratif, donc qui a été vu également en commission des finances, avec pour la section investissement, donc dans les dépenses, résultats reportés 420 232,64, opération de l'exercice 1 428 349,57, donc avec un total de 1 848 582,21. Résultat de la clôture, moins 216 330,21 €, reste à réaliser 750 495 €, ce qui fait un résultat définitif de 486 996,21. Au niveau du fonctionnement, je vais d'abord passer aux recettes d'investissement. Donc on a opération de l'exercice 1 632 252, et au niveau des restes à réaliser, 479 849. Au niveau du fonctionnement, on a dans les dépenses 3 876 557,11. Et au niveau des recettes, dans les résultats reportés, 974 033,07. Au niveau des opérations de l'exercice, 4 389 184,78. Donc un total de 5 363 217,85. Et avec, au niveau des résultats de clôture, 1 486 660,74 €. Voilà. Ce qui nous fait un ensemble pour les dépenses de 5 725 139,32 €. Et en ce qui concerne les recettes, 6 995 469,85 €. Moins les résultats de clôture et les restes à réaliser,
Ça fait 999 684 € et 53 centimes. Donc, comme je le disais, je ne peux présider le conseil municipal pendant le vote de ce point, et donc, naturellement, je laisse le soin à mon premier adjoint de présider ce point. Donc, je prends la présidence de cette assemblée pour la durée du vote du compte administratif que vient de présenter Monsieur le maire. Et donc, je soumets ce vote à l'approbation de l'assemblée. Y a-t-il, pardon, Monsieur Curet. J'aurais voulu savoir quel était l'excédent net, la capacité nette d'autofinancement du projet, du budget comme je pose chaque année. Alors, Monsieur Curet, je n'ai pas ces éléments-là. Je savais très bien que la capacité d'autofinancement brut et la capacité d'autofinancement net, qui est votre cheval de bataille depuis moult conseils municipaux, je n'ai pas suffisamment de votre maîtrise des chiffres. Donc, et je vous prie bien de le prendre au second degré et pas comme un acte d'allégeance. Je n'ai pas ces éléments-là que nous manquerons pas de vous fournir après la consultation des documents qui ont été faits par l'étude Local Nova et qui ont été présentés. Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le compte administratif 2017 est donc adopté et je vais céder la présidence de cette séance à Monsieur le maire. Je vous remercie. Alors, point 8.3, il s'agit de l'affectation des résultats de l'exercice 2017. Donc là, encore une fois, quelque chose d'assez technique. Donc, le résultat de l'exercice 2017, c'est 512 627,67 €. Les résultats antérieurs reportés, c'est-à-dire le 0,2 du compte administratif, c'est 974 033,07 € on vient de le voir. Résultat affecté, c'est-à-dire la somme des deux, 1 486 660,74 €. Solde d'exécution d'investissement, 216 330,21 €. Solde des restes à réaliser d'investissement, moins le besoin de financement, c'est-à-dire 270 646. Le besoin de financement, 486 976,21 €. Et donc, on obtient un total qui correspond au résultat affecté de 1 486 660. Tout ça, c'est très technique. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? L'abstention? Point suivant, le vote des taux d'imposition. Donc, au niveau des votes des taux d'imposition, donc pas de surprise, puisqu'on avait pu déclarer dès le début de la campagne municipale, dès la campagne municipale de 2014, l'ensemble des taux qu'on appliquerait chaque année en ce qui concerne et la taxe d'habitation, et la taxe foncière bâtie, et la taxe foncière non bâtie, avec pour but de viser en 6 ans une baisse de 10% de ces taux. J'attire votre attention sur le fait que j'ai pas entendu parler d'une autre commune qui pratiquait ces baisses régulières de fiscalité des taux. Donc on est parti en 2014 d'une fiscalité pour la taxe d'habitation avec un taux de 10,09 et après être passé par 9,92, 9,75, 9,58 pour 2018, je vous propose 9,41 comme engagé. Pour la taxe foncière bâtie, on était à 18,04 en 2014, puis on est passé à 17,74 en 2015, 17,44 en 2016, 17,14 en 2017 et je vous propose pour l'année 2018 16,84. En ce qui concerne la taxe foncière non bâtie, nous étions à 61,44 en 2014, nous sommes passés en 60,4 en 2015, 59,37 en 2016, 58,35 en 2017, et je vous propose pour cette année 57,32. Voilà, donc rien d'étonnant, rien d'inattendu. Pour 2019, ça devrait être 9,24, 16,54 et 56,18. Voilà, comme un engagement tenu que je vous soumets ce soir. Il est question. Oui.
Par rapport à la suppression de la taxe habitation pour 80% des contribuables, je voudrais savoir finalement qui va bénéficier de cette baisse, les 20% ou l'État? Alors, quand on en saura davantage et quand le gouvernement nous en dira davantage sur le sujet, effectivement, là, je pourrais vous répondre. Je sais que cette réforme est censée être progressive. Maintenant, les modalités précises, je ne les connais pas à ce stade. Voilà. Mais c'est effectivement une question tout à fait légitime de savoir ce qui va se passer justement sur cette répartition. D'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Avant de passer au point 8.5, dernier point de notre conseil municipal et le vote du budget primitif 2018, je vais quand même faire une petite remarque sur l'évolution, parce qu'on a parlé de l'évolution de l'imposition. On pourrait penser que l'évolution de l'imposition, la diminution des taux, derrière ça se cache une augmentation peut-être de la dette. Ben non, je veux dire que la dette de la commune diminue, puisqu'elle diminue faiblement, mais elle diminue, puisqu'on est passé au 1er janvier 2014 à une dette communale qui était de 4 305 781 €. Et avec le budget que je vous propose, et un emprunt seulement de 300 000 € cette année, on passe à 4 136 919 € 68. Ce qui veut dire qu'il y a une baisse de 170 000 € rien que entre 2014 et 2018 avec ce budget-là, sachant que je vous expliquerai qu'il y a encore des marges de manœuvre selon les différentes subventions et dotations que nous obtiendrons. Donc, je passe au point 8.5. Je vais poser une question, faire une observation. C'est dû tout simplement à la baisse de l'endettement qui est entamé quand même depuis plus de 10 ou 12 ans, 10 ans au moins sur la commune. C'est des emprunts qui avaient été souscrits il y a bien longtemps, qui arrivent peu à peu à échéance. Et aussi, on sait que si on n'avait pas souscrit d'emprunt depuis environ 7 ans, on arriverait vers 2020-2022 à une dette égale à 0. Donc c'est l'ordre naturel de ce qui est entamé, pas seulement depuis que vous êtes là, mais ce qui a été entamé sous le précédent mandat, quand précisément je m'occupais des finances. Alors, je compléterai vos propos, parce que ce que vous dites n'est pas faux. Néanmoins, il y a deux choses. C'est que cette année, il y a, dans le budget primitif qui est proposé, il y a 50 000 € d'emprunt en moins, donc là qui vont aussi directement diminuer de 50 000. Sur les 170, il y en a au moins 50 qui sont dus à cela. Pour le reste, pour les 120, c'est vrai, mais mon point, c'était de dire qu'on n'a pas caché une baisse d'impôt par une augmentation de la dette. Voilà. C'est qu'on s'est débrouillé, toutes choses égales par ailleurs. C'était quelque chose, un sous-entendu qu'on aurait pu nous faire, et je tiens à le dire publiquement, puisque ce soir il y a beaucoup de monde, que justement, il n'y a pas eu d'augmentation de la dette, malgré le fait qu'on a quand même baissé chaque année d'environ 2% les impôts. Ce que vous dites n'est pas faux. Donc, je passe au budget primitif 2018. Monsieur Lebert, il y aura... Je vais juste... Madame Corsini, si vous voulez bien. Oui, il y aura une explication de vote avec une motion dont nous demanderons à ce qu'elle soit jointe au PV du Conseil. Pas de problème. Alors, sur le budget primitif de l'année 2018, je vais faire une présentation par chapitre. Le budget a été vu en commission des finances, où chaque article a pu être relevé, même si on n'a pas fait une présentation par article. Toutes les questions ont pu être posées sur l'ensemble des articles. Donc, en ce qui concerne les charges de fonctionnement,
On passe de 1 362 à 986 000 entre 2017 et 2018. Simplement, ça c'est surtout du fait du transfert de compétences avec la communauté de communes. En ce qui concerne le 012, là aussi il y a une forte diminution. Donc avec 1 745 000 qui était budgété au BP 2017, et on passe à 900. On passe à 1 310 000 pour le budget, le BP 2018. Pour le sous-total 65, là, il y a aussi également une baisse qui est essentiellement due à la baisse des indemnités élues. On passe de 663 000 à 605 000. Pour le sous-total 66, là, on passe également de 88 000 à 77 000. Et pour le sous-total 65, on reste à peu près stable à 11 200 €. Donc, une autre remarque qui est assez importante, c'est que nous avons la ligne 22, qui est la ligne, probablement une des lignes les plus importantes, c'est-à-dire les dépenses les dépenses imprévues de fonctionnement, donc la somme mobilisable pour cette année. Là, on a un surplus par rapport à l'année 2017. C'est-à-dire qu'on a une sécurité supplémentaire. On avait 194 000 en 2017, et pour ce budget, on a 238 140 €. Donc, ce qui fait un total en fonctionnement de 3 229 110 à comparer avec 4 65 210 au BP 2017, mais c'est essentiellement dû à quelques évolutions de gestion, mais surtout au transfert de compétences. Pour le reste, je termine la lecture de cette section. On a en amortissement 150 000 €, donc ça c'est prévisible. Provision pour risque 17 500 €. Et surtout, la ligne importante, c'est le virement de la section fonctionnement vers la section investissement, qui est de 900 000 €. C'est-à-dire qu'on arrive à dégager cette année 900 000 € pour pouvoir justement abonder la section d'investissement. Total des opérations d'ordre, on est à 1 067 500. Et donc un total général des charges à 4 296 610. Y a-t-il des questions sur cette section dépenses de fonctionnement? Monsieur Mediamol. C'est juste une observation, une remarque. Vous avez dit qu'on n'avait pas examiné le budget par article. Si. On l'avait examiné par chapitre, vous avez dit. Mais on a pu en commission y revenir par article. On l'a vu par article, puisque je vous avais demandé de le voir par article, justement pour voir les conséquences du transfert de charge, et vous avez accepté de l'examiner par article, ce qui fait qu'il a été vu par article. Je vais redire les choses différemment. Nous avons effectivement vu nous avons pu examiner chaque ligne, donc chaque article du budget, et vous avez pu poser des questions précises sur chaque article. Néanmoins, on n'a pas déroulé article par article le budget. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire par là. Mais effectivement, c'est vrai, on est revenu par article et vous avez posé de nombreuses questions, auxquelles j'espère j'ai pu répondre. D'autres questions sur cette section, Monsieur Curette? Je voudrais savoir à nouveau quelle est la capacité nette d'autofinancement de la commune, c'est-à-dire combien la commune peut investir hors subvention et hors emprunt, et c'est ces montants-là, cette évolution de ce montant-là qui détermine la capacité de la commune à pouvoir autofinancer ses projets. C'est le seul critère le plus pertinent. C'est un critère pertinent, il est vrai, d'analyse. C'est d'ailleurs ce qui mesure également la capacité de désendettement de la commune, qui se mesure en année. Donc effectivement, ça a été vu par le bureau d'études qui nous aide, Local Nova, et qui justement, et de mémoire, on était entre 450 et 550 000 €, mais pour 2017. Pour ce nouveau budget 2018, je suis pas en mesure de vous le dire. Simplement, je pense que les choses sont plutôt en train d'augmenter du fait du transfert de compétences, puisque la commune, en termes financiers, y gagne notamment, pour donner un chiffre important, c'est que la commune finançait le financement scolaire de 20% des élèves des écoles vicoises qui ne venaient pas de Vic. Donc, de ce point de vue-là, on rétablit un équilibre, ce qui sera un gain par rapport aux finances de la commune.
Donc effectivement, je pense qu'on a dû gagner probablement quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros en termes de capacité d'autofinancement net. Je vous propose de faire venir le Calnova là-dessus, de manière à ce qu'il puisse faire l'ensemble des analyses sur ce sujet. Mais effectivement, c'est un bon indicateur. C'est pas le seul, mais c'est un bon. Et en ce qui concerne le désendettement de la commune, de mémoire, on est là aussi entre 4 et 5, alors que c'est bien en dessous de 8, et ça commence à devenir un peu compliqué à partir de 12. Je parle d'années nécessaires de capacité d'autofinancement net pour le remboursement de la dette. Voilà. Donc, de ce point de vue, on pourra rentrer dans le détail, je vous propose, lors d'une réunion dédiée là-dessus avec Local Nova. Bien, vous nous le mettez dans l'ordre, dans le compte rendu. Très bien, s'ils nous font les retours suffisamment en avance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette section? Alors, ensuite, produits de fonctionnement. Donc là, le 013, on est à 11 281, donc là, rien de tout à fait notable. C'est plutôt des petites sommes, parce que c'était 14 000 l'année dernière et là 11 000 cette année par rapport aux autres chapitres, où là, typiquement, le produit des services, où on a notamment les produits forestiers, par exemple, ou tout simplement la redevance, tous les produits qui sont liés aux cantines à l'école. Là, on a une forte diminution, puisqu'on passe de 424 917 euros au BP 2017 à 207 594 euros cette année. En ce qui concerne les impôts et taxes, là également, justement, de même, on diminue assez largement, puisqu'on passe d'un BP 2017 à 2 274 212 euros à cette année 1 696 142 euros. Voilà. En ce qui concerne le chapitre 74, dotation et participation, là, on passe, on perd une grosse quarantaine de milliers d'euros, puisqu'on passe de 1 360 000 à 1 313 340. Dans les autres produits de gestion, on est toujours à 18 000. La production immobilière financière, là, pour le coup, c'est 5 euros. 6 euros, pardon. On ne change pas. Et en ce qui concerne les produits exceptionnels, on passe de 7 800 à 10 563. Donc, un total d'opérations réelles qui est de 3 256 926 euros, auquel il faut rajouter justement 40 000 euros en opération d'ordre en ce qui concerne les travaux en régie, et puis l'excédent de fonctionnement reporté, dont j'ai parlé tout à l'heure, de 999 684 euros, soit un total d'opération d'ordre d'1 039 684 euros, et donc un total général des produits de 4 296 610 euros. Donc, qui correspond parfaitement aux dépenses. Est-ce que vous avez des questions? Je vais donc passer à la section investissement. Donc, je le rappelle, la section investissement attribue sur différentes lignes d'investissement des sommes, sans entrer dans le détail de à quoi ces sommes seront dévouées. Donc, si je prends par exemple la ligne 125, on a décidé d'allouer 45 000 euros aux travaux de bâtiments sportifs qui seront ensuite alloués aux différents travaux. Alors, il y a des choses fléchées, mais ce sera acté dans un deuxième temps. Et c'est justement par les remontées de l'adjoint au sport qu'on pourra finaliser, par les remontées des différentes devis, qu'on pourra finaliser l'utilisation de ces 45 000 euros. Donc, je reprends les différentes lignes. Donc, 5 000 euros pour l'opération façade. Pour les travaux bâtiments communaux, 52 000 euros. Réflexion de l'église, 15 000, même si il n'est plus nécessairement d'actualité de l'accorder à l'orgue. On verra, c'est un feuilleton en plusieurs rebondissements. Travaux mairie, c'est 10 000 euros justement pour terminer les opérations de 2017 et la rénovation qui a lieu en ce moment. Travaux bâtiments sportifs, 45 000 euros. Travaux de voirie,
331 000 euros. Et là, je le dis encore, l'ensemble des voiries qui seront rénovées ne sont pas actées aujourd'hui. Il y a des voiries qui sont fléchées. On a pu les évoquer en commission des finances, mais déjà, depuis lors, on a pu faire un bureau municipal dans lequel on a pu évoquer certains chemins communaux qui nous semblent être des priorités. J'ai pu constater aussi l'état de délabrement de la rue du Baradat qui peut-être mériterait de passer un peu plus en priorité. Et puis, en ce qui concerne la finalisation du sens de circulation, effectivement, ça aura des conséquences sur les voiries qui seront finalement choisies et l'ensemble des infrastructures afférentes. Au niveau de l'éclairage public, 6 700 euros. Au niveau des travaux forestiers, 54 300 euros. Au niveau des acquisitions immobilières, là, c'est simplement 5 000 euros. Matériel et équipement, 50 000. Informatique, 5 000. Accessibilité bâtiments communaux, 51 000 euros. Participation aux travaux des écoles CCAM, ça c'est 30 000 euros. Un petit focus là-dessus, il s'agit d'aller au bout d'une opération qui avait été lancée, initiée d'ailleurs par le président de l'ancienne communauté des communes, qui était l'opération TEPCV, qui en fait consiste à un financement assez exceptionnel de 70% sur des travaux de réalisation d'économie d'énergie qu'on peut là allouer à la rénovation de l'école justement, comme la conférence a été transférée à la communauté de communes, ce qui a été convenu entre le président de la communauté de communes et moi-même, c'est que en ce qui concerne cette opération et cette opération seulement, le reste à financer, l'autofinancement de ces opérations, donc simplement les 30% restants qui consistent à 120 000 euros, ces 120 000 euros seront divisés à part égale entre la commune et la communauté de communes sur les 2 années. Donc c'est-à-dire 60 000 euros pour l'année 2018, 60 000 euros pour l'année 2019, 30-30, et ça correspond à 30% du financement nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il y a 30 000 euros là-dessus, mais on n'a pas vocation à élargir maintenant que la compétence a été transférée. Parc naturel urbain, 229 000 euros ont été budgétés. Vidéoprotection, 40 000. Aménagement de l'opération Cœur de Ville, 350 000 euros. Sous total de tous ces programmes, 1 275 110 euros. Au niveau du remboursement des emprunts, on a, sous total des dépenses d'équipement, on rajoute 5 000 euros à ça, qui était l'opération façade. Sous total, remboursement des emprunts, 307 000 euros. Et donc, un total des opérations réelles de 1 587 110 euros. À cela, il faut ajouter les opérations d'ordre, le déficit d'investissement cumulé qui est de 216 331 euros. Vous vous souvenez, j'ai pu l'évoquer tout à l'heure lors des comptes administratifs. 40 000 euros de travaux régis, qui est le pendant l'opération d'ordre qu'on a vu tout à l'heure dans la section fonctionnement. Et donc, ce qui fait un total des charges de 1 843 441 euros. À cela, les produits d'investissement. Donc, on a à ce stade, et ça c'est ce qui est vraiment important, 14 000 euros seulement en ce qui concerne les différentes subventions, État, région, département, qu'on a demandé et qu'on a voté. 14 000 euros parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas actées. Et on doit quand même mettre le budget à l'équilibre. On devrait transformer cette ligne au fur et à mesure de l'année à quelque chose qui devrait tourner autour de 400 000. Donc en fait, ça veut dire concrètement qu'on a 400 000 euros de plus et de marge sur ce budget par rapport à ce qui est présenté ce soir. Si on rajoute à ça aux 230 000 euros de dépenses de fonctionnement mobilisables, ça veut dire que la marge de sécurité de ce budget, elle est de plus de 600 000 euros. On a ensuite, au niveau des emprunts, 300 000 euros. Au niveau du fonds de compensation de la TVA, 200 507 euros. Au niveau de la taxe d'urbanisme, 10 604 euros. Donc ce qui fait ce sous-total de 998 087 euros et un sous-total des opérations réelles de 1 012 087 euros. Si on ajoute à ça les opérations d'ordre, donc le virement les 900 000 euros, vous vous souvenez, de la section de fonctionnement à la section d'investissement, les 52 000 euros de produits de cession et les 150 000 euros d'amortissement, on a 1 102 000 euros d'opérations d'ordre, ce qui fait un total des produits de 2 114 087 euros. Voilà là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la section investissement? Monsieur Curette. Oui, vous avez l'amabilité de rappeler tout à l'heure que j'avais trouvé
sont de 10% ou 75% de subventions, ça dépend des dossiers, sur le TEPCV. Vous voulez rappeler le montant total des subventions qui sont liées à ce programme TEPCV? Non, mais combien de subventions totales on l'avait signé? C'est un peu plus de 400 000, je crois. 610 000 euros de subventions pour... Sur quel programme exactement? Il faut juste savoir... Tous les programmes TEPCV, je dis pas que vous avez tort, je dis simplement... mais l'intégralité des programmes TEPCV ou l'intégralité des programmes TEPCV de Vic? De Vic. D'accord. Sur les programmes, sur les sous-programmes précis qu'on a cités, TEPCV école, 470 000 euros sur les écoles. Tout à fait. Et puis le reste, c'était sur la mairie. Oui, il y a eu les travaux notamment qui sont en train de se faire sur la mairie. On va également avoir des panneaux photovoltaïques qui rapportent. Là, c'est simplement sur ce programme-là. D'accord. Voilà. Bon, mais merci. Hein. Mais vous avez vu, j'ai eu l'amabilité de le faire sans que vous me le disiez. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non. Pas de questions? Je vais donc soumettre. Oui. Je vais faire la lecture d'un texte que je souhaite avoir inséré dans le conseil municipal. Nous allons refuser de voter le budget 2018. Nous avons pleinement conscience de l'importance de ce vote et de ses conséquences. Nous avons porté 4 exécutions budgétaires, fruits d'un travail d'équipe. Nous sommes fiers des réalisations accomplies. L'embellissement de notre ville, les travaux de voirie, l'adoption du plan local d'urbanisme, la renégociation du contrat eau et assainissement, porté par l'adjoint à l'environnement et un groupe d'élus, qui permet des économies substantielles sur la facture eau et assainissement de tout un chacun. La réalisation de 2 projets impulsés par Monsieur le maire et sur lesquels il a su fédérer les groupes. Le parc naturel urbain avait les 2 premières tranches suivies par un groupe de travail animé par la conseillère déléguée en charge de ce projet. Les tablés de Vic, pour lesquels tout le groupe majoritaire a su se mobiliser avec une armée de bénévoles pour un festival dont l'âme a été qualifiée d'unique par les chefs participants. Les négociations du transfert de la compétence scolaire, menées avec l'aide des services auprès du président de la communauté des communes par l'adjointe aux finances et celui aux affaires scolaires. L'animation de la ville, qui a su fédérer les associations locales, les commerçants, les forces vives de la commune, afin de porter les fêtes de la Saint-Martin, les fêtes de la musique et du Téléthon, ou le Téléthon. Notre vote est la conséquence de l'isolement de Monsieur le maire, qui écarte les unes après les autres les personnes de sa propre équipe en charge de responsabilité, alors qu'elles ont mené à bien de nombreux dossiers. La meilleure preuve en est son éditorial très clivant du dernier Vicois de mars-avril. Je dois vous dire que j'ai formé le vœu pour 2018 de ne plus m'embarrasser avec les aigris et les grincheux, ceux qui passent leur temps à diviser, à critiquer et à râler, souvent sans argument ni fondement, pour le plaisir pervers qu'ils peuvent y trouver. Nous rappelons à Monsieur le maire que nous sommes dans une assemblée démocratique de la République française et donc dans une monarchie absolue. Nous lui rappelons aussi les valeurs de travail en équipe, de respect, d'humilité, de disponibilité au service des Vicois qu'il prônait. Ce sont des valeurs qui nous ont fédérés en 2014 et nous y restons fidèles. Aujourd'hui, nous allons voter contre un budget qui initie des programmes que nous ne validons pas, tels que, vous avez pu le voir, la création d'un poste supplémentaire pour les services techniques et un éventuel agent de sécurité de la voie publique, alors que nous estimons que cette année, il faut d'abord évaluer
l'impact du transfert de la compétence scolaire sur la charge de travail résiduelle et la masse salariale de la commune. Un changement d'orientation complet pour les tablés de Vic, décidé seul, sans aucune concertation, et dont l'équilibre financier n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, notre vote marque nos divergences et nos refus du nouveau plan de circulation, de l'installation de feux tricolores au carrefour de la Poste, d'une installation d'une possible œuvre d'art sur le parvis de la Halle. Nous demandons à Monsieur le maire de tirer les conséquences de ce vote d'opposition, très difficile, mûrement réfléchi et irréversible. Nous voulons continuer à assumer au quotidien le fonctionnement de la collectivité, le suivi des dossiers importants, comme nous l'avons toujours fait, en cohérence avec la confiance que les Vicois nous ont témoignée. Merci, Monsieur Penn. Je regrette que vous ayez pris pour vous quelque chose qui ne vous était pas destiné, mais dont acte. Très bien, ce propos sera rattaché au compte-rendu du conseil municipal. J'ai également une explication de vote, Monsieur le maire. Bien sûr, Mme Corsini, j'allais vous donner la parole puisque je vous ai dit que je vous la donnerai tout à l'heure pour votre explication de vote qui sera également jointe au compte-rendu du prochain conseil municipal. Allez-y. Monsieur le maire, l'heure est grave, elle est même très grave. Les élus que nous sommes avons décidé de ne pas voter votre proposition de budget qui reste floue et sans certitude de financement des projets pour la commune de Vic-en-Bigorre. Indépendamment de cette nébuleuse budgétaire, il est temps de récapituler le pourquoi de cette prise de position. Depuis le début du mandat, vous avez considéré devoir ignorer les élus minoritaires, les priver d'informations, voire les agresser, les rabaisser, dont acte. Vous avez tenté de convaincre tout un chacun que nous n'avions que peu de savoir ou de savoir-faire dans les affaires communales, dont acte. Le déroulé des conseils municipaux et les travaux de mes collègues en commission ont démontré le contraire. Mais tout ça n'était finalement que le jeu de la politique politicienne, bien qu'ils se soient inscrits dans un climat de violence hors de propos. En réalité, vous avez, au fur et à mesure de votre mandat, démontré à quel point vous n'étiez pas à la hauteur de votre mission. Vous avez démis de ses fonctions votre adjoint aux travaux pour des motivations financières équivoques. Vous avez également démis de leurs attributions de fait 3 conseillers délégués qui œuvraient du mieux possible à leur engagement communal. Mais plus grave, vous avez interdit tout accès aux dossiers à ceux de vos élus qui envisageaient de discuter vos propositions, et notamment votre adjointe aux finances et votre premier adjoint. Je vous rappelle que le premier adjoint est amené à remplacer le maire et doit donc connaître toutes les affaires communales. Vous décidez seul, sans information du contenu des dossiers communaux aux principaux adjoints et conseillers délégués, sans leur soutien et leur action. Plus largement, tous les élus qui ne vous disent pas oui à tout sont exclus des informations communales et de la mairie. Tout cela s'inscrit de plus dans le cadre de votre absence permanente de la commune que chacun peut constater. Vous stigmatisez les associations, vous affirmez tout et son contraire aux membres des structures qui vous interrogent, en individualisant vos propos, sans globaliser les solutions dans l'intérêt de tous. Vous avez entrepris une opération cœur de ville et commencé les travaux sans garantie d'obtention de subventions, sans aucune concertation avec les riverains, les commerçants qui sont vent debout et très inquiets, et sans concertation préalable avec le SDIS pour les services de secours, la gendarmerie pour la sécurité, VAE pour le service des poubelles, etc. Il fallait commencer par ça. Mais seule compte votre idée à vous seul. D'ailleurs, votre propre équipe a découvert le projet avec nous, quand, totalement ficelé, il nous a été exposé sans que nous puissions le questionner, voire l'amender. Monsieur le maire,
vous ignorez la démocratie. La preuve en est. Vous vous faites appeler Clément Ier sur les réseaux sociaux. Monsieur le maire, nous sommes en République et non en royauté, et encore moins sous le régime napoléonien d'un empereur qui décide de tout et amène ses concitoyens à la guerre. Le propre d'un maire est de fédérer les citoyens dans leur diversité et de construire ensemble l'avenir de leur commune. Il est temps de prendre vos responsabilités et de tirer les conséquences du vote d'aujourd'hui. Merci Madame Corsini, vous pourrez au moins dire que vous avez pu vous exprimer en toute liberté et votre texte sera bien évidemment joint. Il y a au moins un propos que je ne regrette pas, c'est celui du plaisir pervers qu'on peut éprouver quand justement on est dans cette critique constructive et qui est fausse à beaucoup d'égards, mais dont je vous laisse la teneur des propos puisque j'ai de ce point de vue ma conscience pour moi. Je vais donc procéder au vote du budget primitif 2018. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Le budget est donc rejeté. Je saisirai donc la préfète de ce fait. Enfin, j'informerai donc la préfète de ce fait. Je lui transmettrai le budget. Et elle sera amenée à saisir la Cour régionale des comptes pour que la Cour régionale des comptes se propose sur le bien fondé ou non de ce budget. Y a-t-il des questions diverses ? Monsieur Paul. Deux questions. La première, vous avez fait les investissements de caméras, etc. pour faciliter la sécurité, enfin encourager la sécurité en ville. Samedi dernier, j'ai été interpellé sous la halle par il y aurait eu deux vols la semaine 15 jours avant, donc d'une caisse et a priori les caméras, et pourtant il y a une caméra sous la halle, mais on n'arrive pas à identifier les personnes. Donc est-ce que ces investissements que vous comptez continuer à faire sont justifiés, puisque lorsqu'il y a des vols, on peut même pas interpeller les personnes? Ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est juste au sujet c'est au mois de novembre, je vous avais interpellé sur une cohabitation de deux associations qui sont les Victambules et les officiers napoléoniens. Vous nous aviez dit que une salle était en préparation afin de séparer les deux. Dans le premier semestre, je voulais juste savoir où ça en était. Voilà, merci. Le but est de trouver la solution. Pour la deuxième point, le but est de trouver la solution pour septembre. Pour ce qui est du premier, très honnêtement, vous avez pu entendre à plusieurs reprises le lieutenant Gauthier témoigner de sa satisfaction de la vidéoprotection et des nombreux cas où ils ont pu justement identifier les responsables de tel ou tel délit. Donc, de ce point de vue, si ça marche pas à tous les coups à 100%, c'est possible, certainement à l'améliorer, mais honnêtement, c'est quand même quelque chose qui a donné la preuve de son utilité. Vraiment. En tout cas, je vous invite à aller voir le lieutenant Gauthier à ce sujet. Et le lieutenant Dumanoir, son prédécesseur, ne disait pas différemment. Y a-t-il d'autres questions ? Bien. Dans ce cas-là, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.